Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit point sur l'épidémie de coronavirus. Alors déjà, je suis désolé, hein, c'est une vidéo qui est un petit peu en retard. Vous devez savoir que je suis enseignant-chercheur et que donc je dois assurer les cours à distance, ce qui prend beaucoup plus de temps que d'habitude. Et donc il n'est pas toujours facile de se dégager du temps pour produire des vidéos, pour vous informer. Et je m'excuse de ça. En plus, je dois vous avouer que je suis vraiment fatigué par le nombre de bêtises qu'on peut lire dans les médias, sur les réseaux sociaux. Il y a personne qui prend le recul de dire à un moment je ne sais pas. Alors que c'est ça la réalité. On ne sait pas grand-chose à propos de ce virus. Alors on commence à comprendre des choses, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. En tout cas, c'est sûr qu'on va pas faire des découvertes spectaculaires comme ça, on va pas tout comprendre dans l'urgence en claquant des doigts. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés actuellement relativement, par exemple, au caractère immunisant du coronavirus, à la prévalence du coronavirus chez les enfants, aux différents récepteurs que cible le coronavirus et qui sont peut-être une bonne cible thérapeutique pour réutiliser des médicaments qu'on connaît déjà. Mais ça, c'est des recherches qui prennent du temps. Et ces recherches, elles prennent du temps et elles se passent en dehors de l'espace médiatique dans lequel certains scientifiques se sont engouffrés, et ce qui a eu un effet très délétère sur la perception de la recherche scientifique par la population. Et évidemment, on peut pas trouver un remède en 5 minutes. Donc, à cause de tout ça, j'avais pas vraiment le courage de tourner une vidéo et de m'exposer encore aux commentaires parfois négatifs, voire franchement insultants que je peux recevoir en essayant de vous informer du mieux que je peux. Vous noterez également que j'ai un petit peu la voix cassée, vous m'en excuserez, j'ai traîné dehors et je crois que j'ai un petit peu pris froid. Donc voilà. Alors, pour faire le point sur l'épidémie, on va commencer maintenant. Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que manifestement, j'ai un petit peu planté ma prédiction sur la fin de l'épidémie et du nombre de morts dans ma dernière vidéo. Hein, si vous vous rappelez bien, j'estimais une fin de l'épidémie vers le 23 avril avec un plafond à 18 000 morts. Bon, en réalité, on a carrément dépassé ce plafond. Alors l'erreur vient du fait que je me suis basé uniquement sur l'analyse de la courbe et non pas sur un modèle compartimental, comme il est d'usage pour les épidémies. C'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu, c'est ce qu'on appelle les modèles SIR, SIR ou SIRD. Alors pourquoi j'ai pas utilisé ces modèles La raison elle est toute bête, hein. C'est simplement qu'il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple de modéliser une courbe que de modéliser une épidémie dans toutes ses composantes dynamiques. Alors l'analyse que j'avais faite alors est restée pertinente et valable, et d'ailleurs, les erreurs sont mathématiquement raisonnables, même si je conçois très bien qu'en termes de bilan humain, cette erreur ne soit pas du tout anecdotique. Par ailleurs, on m'a fait le reproche ou le commentaire d'être froid et de manquer de distance, d'empathie, de cœur, etc. en discutant du nombre de morts comme si je comptais des fruits ou des bitcoins. Alors je voudrais dire que il y a une nécessité quand on analyse des données de se détacher des données pour pas les surinterpréter ou les sous-interpréter. Ça veut pas dire que ça ne touche pas, hein, pas du tout. C'est simplement que l'objet de la vidéo, c'est pas d'être larmoyant. Donc regardons où en est l'épidémie de coronavirus. Alors à ce stade de l'épidémie, c'est plus pertinent, ce n'est plus pertinent de regarder le nombre de morts total. Bien qu'on puisse regarder la courbe, hein, voici cette courbe du nombre de morts qui s'accumulent. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de regarder la courbe du nombre de morts journaliers, du nombre de morts quotidiens. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est que le nombre de morts quotidiens décroît et qu'il se rapproche de zéro. Alors il se rapproche pas vite, hein, mais il se rapproche de zéro. Et quand on aura zéro mort quotidien, c'est-à-dire que quand un jour on n'aura plus de morts du coronavirus, l'épidémie elle sera très contenue, elle sera maîtrisée. Et en fait, c'est assez difficile de dire quand est-ce que le nombre de morts quotidiens atteindra zéro, parce que la façon dont ça se calcule, ça change beaucoup le résultat. Et si on regarde par exemple le nombre de morts quotidiens sur une échelle standard, par exemple cette courbe, ou sur une échelle logarithmique, cette courbe, nous obtenons des prédictions qui sont très différentes. Si je me risquerais pas à faire une prédiction très précise, tout ce que je peux dire, c'est qu'au regard de ces deux graphiques, on devrait passer sous la barre des 100 morts quotidiens avant le 11 mai. Et ça signifie que le 11 mai, c'est une date raisonnable pour un déconfinement progressif. Pour en revenir à l'efficacité des mesures de confinement sur la propagation de l'épidémie de coronavirus, je voudrais revenir sur une étude qui a été publiée par l'Institut Pasteur il y a quelques jours. Et l'approche de cette étude, elle est vraiment très intéressante, et c'est une approche que j'avais vraiment envie de faire. Simplement, je dois poursuivre mon activité professionnelle d'enseignement et de recherche, et je suis seul, donc j'ai pas la puissance de travail d'une équipe de recherche à temps complet, et qui s'est chargé de rédiger cet article. Donc cet article, il est vraiment très intéressant dans sa conception, et la façon dont il modélise l'épidémie, ce qu'elle aurait dû être, ce qu'elle est devenue au regard des mesures de confinement. Alors je vais vous expliquer comment cette étude a pu reconstruire l'épidémie de coronavirus.
Pour ça, elle s'est inspirée des données existantes de suivi de l'épidémie. Donc la première chose qu'ils ont fait dans cette équipe de recherche, c'est qu'ils ont utilisé les données de Santé publique France pour la dynamique de l'épidémie, ainsi que pour les données de suivi journalier des patients admis à l'hôpital. Et grâce à toutes ces informations, ce qu'ils ont pu faire, c'est reconstruire le parcours moyen d'un malade du coronavirus à l'hôpital, en termes de temps d'hospitalisation, de probabilité d'aller en réanimation, de probabilité de mourir, etc. Et ils ont également utilisé les données du Princess Diamond, du Diamond Princess, je sais plus. Vous savez, c'est ce bateau qui a été mis en quarantaine au large du Japon, et pour lesquels tous les passagers ont été testés pour le coronavirus. Parmi ces passagers, il y en a 13 qui sont morts. En fait, d'ailleurs, il y a de nombreuses études qui ont été conduites sur les données de surveillance des passagers de ce bateau, parce que c'est vraiment un jeu de données très complet. Donc à partir de toutes ces données, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pu modéliser la probabilité pour des patients de différentes tranches d'âge d'être soit infectés par le coronavirus, et puis s'ils sont infectés, la probabilité d'aller à l'hôpital, la probabilité d'aller en soins intensifs, la probabilité de mourir, etc. Ensuite, ils ont appliqué ces probabilités à l'ensemble de la population. Alors, ce sont des modèles qui sont très très sophistiqués mathématiquement, qui sont très robustes, et qui en fait sont quand même très jolis à voir, d'un point de vue mathématique. Alors, le modèle utilisé à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un modèle compartimental, et pour parler des modèles compartimentaux, je vous renvoie à la vidéo de Thibaut à ce sujet, je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Donc en fait, ensuite, ils ont dû évaluer les interactions entre la population en France, c'est-à-dire comment les gens communiquaient, comment ils se touchaient, comment ils se rencontraient, etc. Et donc les interactions, c'est les moyens que le virus a de se propager dans la population. Pour ça, les chercheurs, ils ont modélisé les interactions entre la population en construisant ce qu'on appelle une matrice de contact. En fait, c'est un tableau, c'est bêtement. Cette matrice de contact, ça permet de décrire mathématiquement les interactions, les contacts, les connexions qu'il y a entre les personnes de différentes classes d'âge. Et à partir de cette matrice de contact, ils ont pu évaluer le taux de transmission du virus dans la population avant le confinement. Ensuite, il y a une étape qu'on appelle le fitting et qui consiste à paramétriser les équations en fonction des données qu'on observe. Et en fait, c'est ce qui se passe quand on définit un modèle mathématique, c'est qu'on définit d'abord le modèle avec des lettres à la place des chiffres, et ces lettres elles représentent des coefficients, et puis quand on paramétrise un modèle, ce qu'on appelle paramétriser un modèle ou paramétrer un modèle, en réalité on le confronte avec les données observées pour trouver des valeurs qui sont cachées derrière ces lettres, pour trouver les valeurs de ce coefficient. Alors un exemple simple, c'est une régression linéaire. Une régression linéaire, ça s'écrit sous la forme y égale ax plus b, et quand on paramétrise une régression linéaire, c'est-à-dire quand on effectue une régression linéaire, on cherche en réalité à trouver les valeurs de a et de b. Et ainsi, on peut arriver à une équation de la forme y égale 2x plus 3. Donc on a remplacé a et b par 2 et 3. Pour modéliser le confinement, il y avait deux possibilités. Soit recalculer la matrice de contact pour modéliser mathématiquement les interactions dues au confinement, soit faire deux modèles séparés correspondant aux données avant le confinement et un correspondant aux données après le confinement. Le seul paramètre qui change entre ces deux modèles, c'est le taux de transmission de la maladie qui est dû à la matrice de contact. C'est vraiment parce qu'on a moins d'interactions, moins de contact entre les gens, que le taux de transmission de la maladie change. Donc les chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modélisé le taux de transmission de la maladie après le confinement, et à partir des données observées, et à partir de là, ils ont recalculé une matrice de contact qui correspond à la matrice de contact après le confinement. Alors c'est une très longue boucle pour arriver à ça, mais globalement, ils ont pu comprendre les contacts avant le confinement et après le confinement. Voilà. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simulé l'épidémie sur une période de 45 jours, et ils ont confronté leur simulation à la réalité pour vérifier que le modèle était performant. Et le modèle fonctionne très bien. Donc voilà ce qu'il nous donne. Quel a été l'effet du confinement sur la propagation de l'épidémie ? Voyons ces graphiques. Donc ce qu'on doit voir, c'est que les points noirs, surtout les graphiques, les points noirs ici, ce sont les vraies données, les données observées, et puis en bleu, la ligne bleue, ce sont les données reconstruites à partir des modèles mathématiques avec en transparence les intervalles de confiance. La ligne verte, pour chacun des trois graphiques, ça représente le début du confinement. Donc le premier graphique, le graphique A, il montre le nombre d'admissions quotidiennes en réanimation. Et on voit qu'on décrète le confinement le 17 mars, et que très vite, environ 2 semaines après, un peu moins de 2 semaines après, une dizaine de jours après, on a une diminution du nombre d'admissions en réanimation. Tout de suite, parce qu'en fait, on commence à partir du confinement, à limiter le nombre de nouvelles personnes malades, et donc on a moins de personnes qui sont contaminées qui arrivent. Le fait qu'on ait moins de personnes qui arrivent en réanimation, ça fait qu'on commence à désaturer les lits de réanimation.
on voit ici en B. Donc on a en ligne verte, c'est le début du confinement, et on a le nombre de lits qui sont occupés, bam. Et à partir du moment où le confinement fait effet, donc, et on a moins de gens qui arrivent en réanimation à partir à peu près du 27 mars, et donc le temps que la personne quitte la réanimation, soit elle décède, soit elle est guérie, il y a un petit délai, mais on voit que le nombre de lits occupés en réanimation diminue, et ça c'est vraiment dû au confinement. Et en fait, on comprend bien quand on regarde ce graphique, le C, parce que donc ça c'est le taux c'est le nombre de nouvelles infections par jour. Donc on voit qu'on a eu un pic quand même, on était à plus de 100 000 nouvelles infections par jour. Et quand on a décrété le confinement, d'un coup on a diminué par 2 le nombre de contaminations, donc c'est une échelle logarithmique ici. Hein. Et puis ensuite on a ce nombre d'infections quotidiennes qui diminue, et puis il prévoit pour le 10 mai d'avoir un nombre de nouvelles infections quotidiennes qui est d'environ 1000. Donc c'est pour ça qu'on propose aussi une date de déconfinement le 11 mai. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Donc on voit que le confinement il a eu un vrai effet sur la propagation de la maladie. On voit aussi à quel point le confinement a été efficace. Et d'ailleurs, si le nombre de nouvelles infections diminue de jour en jour, ça signifie que le R0 il est passé sous la barre des 1, ce qui était l'objectif du confinement. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que le confinement a été efficace. Donc, dans cette étude, l'Institut Pasteur a déterminé qu'environ 6% de la population française a été contaminée, ce qui est cohérent, hein, puisque avec un taux de létalité de 0,5% et puis 23 000 morts au moment où l'étude est parue, ça correspond à peu près à 6% de la population française, à peu près. Voilà, donc ça c'était le point épidémie. En ce qui concerne la maladie en elle-même et le sentiment d'impuissance que l'on a, je voudrais dire ceci. L'apparition d'une épidémie, c'est un phénomène tout à fait naturel. On trouve des virus en abondance dans la nature, dans les océans par exemple. Ils contribuent au renouvellement d'une très grande portion du plancton de façon quotidienne. Il me semble que c'est environ un tiers du plancton qui est renouvelé quotidiennement à cause des virus, et ça signifie que quotidiennement, un tiers du plancton est tué par des virus. Donc les virus, c'est des constituants normaux, naturels de la chaîne du vivant, hein. Et c'est également normal, logique, c'est probable que des virus émergent de réservoirs animaux et contaminent des humains. Et ça, c'est un phénomène qui est très bien décrit, ce qu'on appelle une zoonose. Et ce sont des phénomènes qui sont très bien documentés, fréquents, voilà. Alors parfois on observe le passage d'un virus à l'homme, mais on observe tout aussi bien le passage du virus à une autre espèce, et c'est tout aussi probable, ou tout aussi improbable, selon la façon dont on se place. Donc à part la préparation matérielle, et puis le fait que peut-être s'il y avait eu des meilleures conditions d'hygiène, etc. à Wuhan, il y aurait eu moins de probabilité d'avoir cette épidémie, mais il faut se placer il faut se mettre en tête que de toute façon des épidémies, il y en a eu, il y en aura encore, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre. Donc finalement, à part la préparation matérielle, il n'y a pas grand-chose que les gouvernements pouvaient faire pour anticiper ce phénomène. Et tout le matériel du monde n'aurait pas pu empêcher la propagation du virus parce qu'on a mis un peu de temps à le détecter. Par exemple, je vais vous mettre le lien dans la description, il y a une étude récente qui a montré que le virus circulait déjà en France en décembre, et on l'avait pas détecté. Donc quand on a compris que le virus était là, c'était trop tard. Donc le port du masque, par exemple, bien qu'il soit recommandé et nécessaire, il aurait sans doute pas été suffisant pour amener un R0 en dessous de 1. Et à ce titre, cette épidémie, sans les mesures de confinement, elle aurait très probablement décimé une grande partie de la population française, Et pour s'en convaincre, il suffit de voir la dynamique de l'épidémie aux États-Unis, où il n'y a aucune mesure de confinement qui a été décrétée, à part dans quelques États, et où les gens sont très réticents à l'idée de faire le confinement, et voilà à quoi ressemble la courbe, et vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même dynamique qu'en France. Donc dès lors, je vous invite à regarder cette vidéo qui explique que le comportement est un médicament. Et il est vrai qu'on avait oublié dans cette épidémie que tout ne se règle pas avec un médicament magique, même si c'est l'espoir qu'on avait tous, hein, et que certains ont essayé de nous promettre pour leur gloire personnelle, malheureusement. Et dans la vie quotidienne, il est recommandé d'avoir une alimentation correcte, de faire du sport, etc. pour être en bonne santé, et ces mesures, ce sont des comportements, et ce sont pas des médicaments. Et pourtant, il n'existe aucun médicament qui permet d'avoir des effets aussi spectaculaires, aussi tranchés et aussi durables qu'une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire un bon sommeil, une bonne alimentation, et puis un taux normal d'exercice physique.
Et pour cette épidémie de coronavirus, il en va de même, hein. Tous les médicaments, les infrastructures, le matériel, ça aurait pas suffi à ramener R0 en dessous de 1, et il faut vraiment compter sur le comportement et donc le confinement. Alors bien sûr qu'il aurait été judicieux de dépister tout le monde, mais quand l'épidémie s'est installée en France et qu'il aurait été nécessaire de dépister tout le monde, alors le stock de produits nécessaire pour réaliser les tests, il était assez faible, parce qu'il y a de nombreux pays qui ont eu la main mise sur ces produits, qu'on appelle des produits PCR, et il y a eu une pénurie à ce moment-là de produits pour faire les tests PCR, hein, qui sont différents des tests sérologiques. Alors très clairement, il y a eu des manquements dans la gestion de cette crise, hein, notamment au niveau des instructions qui n'étaient pas claires du tout juste avant le confinement, au niveau des élections, puis Macron qui incitait les gens à aller au théâtre 3 jours avant le confinement, etc. Néanmoins, une fois l'épidémie installée, le conseil scientifique, il a fait ce qu'il avait à faire, il a dit, voilà, faut confiner, le confinement, c'était vraiment la seule mesure qui pouvait permettre d'enrayer l'épidémie et de limiter la casse, parce que là on se plaint beaucoup de l'économie qui est à l'arrêt, et de la vie sociale qui est à l'arrêt, etc. Et il y a une certaine colère dans la population, que je comprends. Mais en toute objectivité, je pense que cette colère, elle aurait été beaucoup plus grande si on avait eu 4, 5, 6, 7, 10 fois le nombre de morts qu'on avait maintenant. Donc on a l'impression que les mesures prises, elles sont disproportionnées au regard du danger, parce que finalement on n'a que 25 000 morts à l'heure actuelle, mais on a l'impression que les mesures sont disproportionnées justement parce que ces mesures elles ont été efficaces. Et on a une espèce de biais de perception où on se dit finalement c'était pas si grave, mais on se dit que c'était pas si grave parce qu'on a pris ces mesures. Et du coup le danger nous paraît moindre parce que l'épidémie elle a pas dévasté le pays. Elle a pas dévasté le pays, c'est un fait. Il y a eu que pour l'instant on a moins de 30 000 morts, donc ça aurait pu être nettement pire. Pour faire un point au niveau des traitements qui sont proposés, actuellement il semblerait qu'il y ait un traitement qui soit un peu efficace sur les patients sévères. L'étude elle est en cours de publication, c'est-à-dire qu'elle est en train d'être relue par un comité de relecture, c'est-à-dire qu'il y a d'autres scientifiques qui vérifient que les données publiées dans l'étude sont correctes, et puis on connaîtra les résultats de cette étude d'ici peu. Mais concernant la combinaison hydroxychloroquine-azithromycine, les études de Didier Raoult elles étaient trop faibles pour qu'on puisse conclure quant à l'efficacité du protocole qu'il proposait. Et il y a d'autres études, pas forcément de meilleures factures méthodologiques d'ailleurs, qui ont tendance à montrer un effet délétère du traitement azithromycine, hydroxychloroquine. C'est des études qui sont tout aussi critiquables sur la méthode, et le seul truc qu'on peut déduire de toutes les études qui ont été présentées sur la chloroquine, azithromycine, c'est que il y a pas d'effet qui est mis en évidence d'un effet bénéfique de ce traitement dans le traitement dans la guérison du coronavirus. Dans sa dernière étude, Didier Raoult il clame une efficacité de 91% de son traitement. Il faut savoir que la létalité du coronavirus c'est 0,5%. 0,5%, ça veut dire qu'une personne infectée, elle a 99,5% de chance de pas mourir du coronavirus. Donc c'est presque 100% de chance de pas mourir. Donc les chiffres, ils sont trompeurs, hein, quand on regarde la mortalité en France, parce que ces chiffres, ils sont basés sur le nombre de cas détectés. Donc on va avoir des taux à 2, 3, 4, 5%, mais les cas détectés, ce sont seulement les cas qui arrivent soit chez le médecin, soit à l'hôpital. Et donc c'est des gens qui présentent des symptômes, une forme déjà avancée de la maladie, ils ont plus de chances de mourir de cette maladie que les gens qui présentent pas de symptômes, et qui sont donc pas détectés. Et à l'IHU où travaille le professeur Raoult, toutes les personnes ont été testées ou presque. Ce qui signifie que des gens qui n'auraient pas été détectés dans le parcours de soins traditionnel ont été détectés à Marseille. En conséquence, la mortalité des personnes suivies à l'IHU, elle est bien moindre que celle des personnes détectées dans le parcours de soins classique. Oui, parce qu'ils testent tout le monde, donc forcément... Donc cette étude, aux résultats qui nous sont vendus comme extraordinaires, en réalité, la létalité, elle est similaire à ce qu'on attend dans la littérature, hein, c'est une létalité comprise entre 0,4 et 7%. Donc il y a vraiment un emballement médiatique autour du traitement hydroxychloroquine, azithromycine, mais en réalité... le traitement il n'a pas prouvé son efficacité. Et il y a d'autres essais cliniques en cours, dont Discovery, qui souffrent de ce traitement médiatique parce qu'ils ont du mal à recruter les patients, puisque tous les patients veulent être traités à l'azithromycine et à la chloroquine. Donc on n'arrive pas à trouver des patients pour tester les autres médicaments, et c'est pour ça que l'étude elle met du temps à sortir. Il y a d'autres essais cliniques en cours, hein, mais la recherche d'un médicament ça prend du temps, et là le coup de Raoult ça n'a pas aidé du tout. Donc pour résumer, on n'a pas de médicament miracle pour l'instant, on est encore loin d'un vaccin. Le confinement a fait ses preuves et l'épidémie est en passe d'être maîtrisée. Les mesures de confinement et de distanciation sociale qui ont été faciles à vivre pour personne, elles ont permis d'acheter du temps. Et le temps, c'est très précieux pour les chercheurs. Parce que les chercheurs, ils ont besoin de temps pour trouver un médicament, un vaccin, et ça, ils peuvent compter que sur la population qui permet de ralentir l'épidémie. Ces chercheurs-là, ils sont en général pas présents dans l'espace médiatique, et on n'entend pas parler de leurs travaux, on n'entend pas parler de ce qui marche pas, et on entend
pas parler de ceux qui marchent même un tout petit peu. Et ces chercheurs, en fait, bah non, ils attendent d'avoir des résultats solides avant de les soumettre à la communauté scientifique et avant de les communiquer au grand public. Donc là, on arrive vers le déconfinement, pour lundi. Il me semble que lundi, c'est le 11, ouais. Et ce qu'il faudra faire, bah, c'est maintenir une vigilance, une distanciation sociale modérée, une très bonne hygiène, pour éviter que le R0 il repasse au-dessus de 1, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour du déconfinement. Notamment le fait qu'il pourrait y avoir un second pic d'épidémie. Et le second pic, c'est vraiment quelque chose qu'on doit redouter et auquel on doit être vigilant. On ne sait pas à l'heure actuelle si le coronavirus c'est un virus saisonnier qui va disparaître de lui-même, ou si avec le déconfinement on aura un second pic. Sur l'île d'Hokkaido, au Japon par exemple, ils ont eu un second pic et ils ont refermé les écoles. Donc on verra bien comment ça se passe. Mais on devrait avoir une dynamique de l'épidémie qui est assez faible et donc contrôlable. En fait, on est dans un moment un peu bizarre où tout le monde s'accorde à ce qu'il faudrait que l'activité dans le pays reprenne, que le confinement a assez duré, etc. Mais il y a personne qui veut que ce soit son corps de métier qui reprenne le travail en premier. Donc bah, par exemple pour les écoles, si on veut pas déconfiner les enfants en premier, quel groupe est-ce qu'on doit déconfiner? Quelle meilleure stratégie on propose? Moi je sais pas, je crois qu'il n'y a pas de solution parfaite, et puis bah on doit tous accepter avec un peu de fatalisme l'état de la situation actuelle. C'est facile à vivre pour personne. Pour ma part, j'ai pas vu mes étudiants depuis 2 mois, mes collègues c'est pareil, je vis seul, c'est une situation qui est pas rigolote. Bah néanmoins, j'apprends comme tout le monde le déconfinement, puisque bah, ce que je redoute c'est un second pic de la maladie, une réémergence du virus, due à un abaissement général de la vigilance et de la distanciation sociale, ainsi que des mesures d'hygiène individuelle. Je peux pas oublier que quand le confinement a été déclaré, les gens se sont rués dans les bars la veille. Alors, c'est évident qu'on peut pas mettre un pays à l'arrêt indéfiniment, et l'état de propagation de l'épidémie, elle va maintenant dépendre des comportements individuels, de la responsabilité individuelle. Ce sera la responsabilité de chacun de s'auto-isoler en cas de symptômes, d'éviter les déplacements qui sont pas absolument nécessaires, d'éviter les grands rassemblements qui ne sont pas nécessaires. Donc voilà, l'épidémie est en passe d'être maîtrisée. Je pense que pour le 11 mai, on aura un niveau épidémique qui sera correct, acceptable, pour commencer à avoir une autre politique que le confinement, par exemple du dépistage massif, etc. Mais ben, sans les comportements individuels, on va quand même aller dans le mur. Voilà, et je pense que c'était ma dernière vidéo coronavirus, sauf s'il y a une deuxième vague qui émerge, là je présenterai. Moi au départ j'avais fait cette chaîne pour parler de biostatistiques, et je vais recommencer à parler de biostatistiques assez vite. Voilà.